Donc, alors, je vous présente Charline. Charline, je vais te laisser te présenter aux personnes qui sont là et que tu ne connais pas forcément. Et on va aborder, pas toute la vie en fait de Charline, mais on va aborder quelques points dans sa vie professionnelle. Tout simplement pour nous montrer en fait les défis qu'on peut avoir et les difficultés qui peuvent se présenter à nous lorsqu'on est patient avec une maladie chronique dans un environnement qui n'est pas au fait de cette maladie. Donc Charline, qui es-tu? Alors, je suis Charline Guessant, j'ai 32 ans et je suis croyante, je suis maman, je suis épouse et accessoirement porteuse de la drépanocytose. Heu, J'ai une question, Charline. ouais. Ta drépanocytose, parce qu'on sait qu'en tant que patient, alors je vais rapprocher le micro comme ça, on sait qu'en tant que patient drépanocytaire, on ne se ressemble pas tous. On a des drépanocytoses plus ou moins différentes en fonction de la vie, en fait. Ah, pas de la vie qu'on a, mais la drépanocytose qu'on a dans l'enfance n'est pas forcément celle qu'on a dans l'adolescence, n'est pas forcément celle qu'on a dans la vie adulte. Et là, je parle en termes de sévérité. Alors toi, ta drépanocytose, comment est-ce qu'elle était quand tu étais enfant, adolescente et adulte, et à quel moment elle a été le plus compliquée? Alors quand j'étais enfant, jusqu'à à peu près mes 10 ans, je pense que j'ai fait quand même, plusieurs passages, à l'hôpital. C'était assez sévère, c'était, plutôt compliqué, mais voilà, c'était des passages à l'hôpital, pour des hospitalisations qui pouvaient durer des fois une semaine. Donc pour un enfant, c'est toujours, difficile à gérer parce qu'il y a l'école, il y a les amis, enfin, il y a tout un tas de choses qu'on peut louper, dans le quotidien, qui est rempli, et qui est celui d'un enfant. Mais à l'adolescence, ça s'est tassé. J'ai fait beaucoup moins de crises parce que j'ai pratiqué énormément de sport. Je faisais du taekwondo 6 heures par semaine et ça m'a beaucoup aidée finalement. Et donc beaucoup moins de crises au moment de l'adolescence, jusqu'à ma vie de jeune adulte, et tout s'est compliqué quand je suis devenue maman. C'est là que du coup les crises ont enfin ouais, voilà, le nombre de crises que je pouvais faire s'est décuplé. Je suis passée de, 2 à 3 crises par an à 5-6 crises dans l'année, 4-5 bonnes grosses crises, avec des passages en réanimation, avec des hospitalisations plus longues, et c'est là que ça a été le plus difficile pour moi. Et justement, qui dit tu deviens maman, ça veut dire, j'imagine que tu travaillais. Ouais. Donc, tu as démarré un boulot, tu étais plutôt stable. Est-ce qu'ils étaient au courant que tu avais la drépanocytose au moment où tu as démarré ton travail? À quel moment tu leur en as parlé? Alors sur mes premiers postes, ça faisait partie des sujets que j'abordais, dès l'embauche, parce que ça me paraissait important d'en parler. Mais après sur les postes suivants, j'en ai plutôt parlé en fait au moment des crises. Parce que je voulais pas que ça me définisse, qu'on me perçoive comme, Charline, candidate à un potentiel poste et malade. C'était pas l'image que j'avais de moi-même, ça ne me définit pas. C'est quelque chose que je subis, que je porte, mais qui ne fait pas partie, enfin, ça fait partie de mon quotidien, mais c'est pas ma personne, c'est pas attaché à moi-même. Donc effectivement, j'en parle au moment où je fais des crises, et j'ai remarqué qu'en en parlant à ces moments-là, ça passe un peu mieux, et puis mon rapport aussi, à la maladie et à la façon dont je peux la présenter a changé, pour justement éviter, enfin, un exemple tout bête, avant je demandais la possibilité de m'absenter parce que j'étais malade. Je me pliais en 4, j'essayais de me faire toute petite, d'en faire 10 fois plus parce que je savais que dans l'année, j'allais être amenée à être absente, que j'allais, enfin subir, peut-être, un regard différent ou autre. Donc j'essayais de faire tout ce qu'il fallait. Aujourd'hui, je sais ce que j'ai. Heu, Aujourd'hui, j'annonce. Je dis: «Là, je ne me sens pas bien. Je vais avoir besoin de temps». Et ça ne peut pas se passer autrement, en fait. Enfin, ce que je subis ne doit pas passer, enfin, ma santé ne passera pas, après le travail. Ma santé passe avant, mon bien-être passe avant. Maintenant, aujourd'hui, j'ai cette assurance. Avant, je l'avais pas, et j'aurais aimé avoir, des modèles ou des personnes qui étaient drépanocytaires et qui auraient pu parler de ça et dire que non, en fait, c'est quelque chose qu'il faut assumer. Il faut être droit dans ses bottes par rapport à ça. C'est hyper fort ce que tu dis par rapport à la posture qu'on a avec cette maladie, puisque c'est vrai qu'on est, nous sommes des patients et on a tendance à vouloir faire
plus Ouais, parce qu'on anticipe le fait qu'on va être absent dans l'année, c'est ça. à se donner plus. Et ce qui est hyper perturbant, et ça, j'en discutais avec le professeur Giraud, c'est que quand on fait des crises, en fait, ça va être hyper intense. Euh, et si c'est bien pris en charge, on peut être sur pied 2, 3 jours après et revenir comme si de rien n'était. Et ça, c'est hyper perturbant pour les personnes qui ne connaissent pas la maladie. Mm. Toi, comment est-ce que tu as eu à gérer ces phases-là où tout d'un coup, tu es super bien et tout s'écroule et tu reviens quelques jours plus tard comme une fleur et les gens en face, ils ne savent pas ce que tu as traversé, ce que tu as vécu. Est-ce que tu t'es ouvert par rapport à ça ou pas? Est-ce que Oui, tu leur as dit que tu as été en réanimation quand tu étais hospitalisée ou pas? pas toujours. Je l'ai dit quand justement le passage en réa induisait une hospitalisation peut-être de 2 semaines derrière, ou enfin au global 2 semaines. Mais j'avoue que ça, je ne le gère pas. Ça veut dire qu'on me voit avec le sourire un jour et je dis ah, je me sens pas très très bien, ou alors je ne dis rien. Des fois tout se passe très bien, je rentre chez moi et je suis prête à revenir le lendemain. Et dans la soirée, voilà, on est pris par une crise, on peut plus bouger, on a vraiment besoin d'aller à l'hôpital. Et quand on envoie un message le matin, bah, on sait que ça peut être perçu un peu, qu'on peut se dire bah, elle était très bien hier, je comprends pas. Et ça, en fait, il y a pas de possibilité de l'expliquer. Même quand on revient et qu'on se sent mieux, on nous demande gentiment et poliment si ça va mieux. Mais on ne peut pas expliquer à quel point on était mal, à quel point. Et puis, c'est très personnel aussi. Enfin, ça ne Clairement. s'explique pas. Ça ne s'explique pas et en effet, on a aussi envie de se préserver. On n'a pas forcément envie de... Rentrer dans ce niveau-là de détail, ouais. Exactement. Et du coup, dans la gestion de ta carrière, comment ça s'est passé? Est-ce qu'à un moment donné, tu as eu des employeurs qui ont été, qui comprenaient ce que c'était la drépanocytose, qui savaient ce que c'était, ou est-ce que tu as dû faire le travail d'explication? Est-ce qu'il y a eu des opportunités qui te sont passées sous le nez? Est-ce qu'à un moment donné, euh, tu t'es peut-être sentie incomprise et ça a impacté sur ton travail? Alors oui, il y a eu des moments où je suis tombée. Alors, aucun de mes employeurs n'a jamais su ce que c'était que la drépanocytose. Mais il y a des employeurs qui vont comprendre, qui vont chercher à s'informer, aller à la pêche à l'information. Et tu en as d'autres qui vont être beaucoup plus fermés et qui vont attendre de toi bah, les mêmes choses en fait que n'importe qui. Enfin, c'est, en soi, c'est pas le problème. Le problème, c'est que quand on est absent, par exemple, moi, ça m'est arrivé de devoir m'absenter pour une crise et de revenir et qu'on me demande bah, des résultats sur la période pendant laquelle j'étais pas là. Ça, c'est difficile à gérer parce qu'en fait, bah, on est malade, c'est injuste qu'on nous demande autant alors que l'employeur sait pertinemment qu'on n'a pas été là. Mais en fait, pour lui, comme il nous a vu partir en forme et qu'il nous voit revenir en forme, il ne s'est rien passé. Donc pendant ce laps de temps-là, on aurait dû produire. Sauf que ce n'est pas possible. Et comme je disais tout à l'heure, au début de ma carrière, je me pliais en 80. Et je disais, bon, bah, je vais faire encore plus d'efforts, je vais faire, je vais faire. Et maintenant, non, je dis, en fait, j'ai pas été là pour telle et telle raison. Et on n'a pas à attendre ça de moi. Et c'est pas possible, en fait. Et je ferai ce que je peux. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour remplir mes objectifs, mais quand je suis là et quand je suis en pleine capacité de mes moyens. Si, pleine possession. Et du coup, qu'est-ce qui t'a rendue plus assertive, en fait, vis-à-vis de tes employeurs et de ta maladie? Parce que finalement, on a tous tendance, en effet, d'essayer de rentrer dans la boîte absolument, de vouloir produire comme les autres, alors que finalement, on part avec je dirais pas un handicap, mais pas les mêmes conditions, on va dire, et qu'on peut avoir ces phases de creux. À quel moment, quel a été le déclic où tu t'es dit ça suffit, basta, ma santé avant tout? Et je te pose la question en toute sincérité parce que quand j'ai échangé avec toi, j'ai repensé un peu à des phases où moi, j'étais enceinte de mon premier fils, du coup, Victor. Je me souviens, j'allais très bien parce qu'en fait, moi, mes grossesses drépanocytaires, les 6 premiers mois, ça se passe toujours bien. Et j'avais appelé le professeur Giraud en lui disant oui, je vais aller en vacances en Israël et en Jordanie, etc. Et il m'avait dit non, mettez-vous dans une bulle de coton, ne poussez pas. Donc ça, c'était les vacances. Mais ensuite, je bossais et j'avais un audit qu'il fallait gérer et je voulais absolument gérer cet audit. Et ce qui s'est passé, c'est que c'était une comédie parce que je voulais absolument prouver que j'étais capable de, ce qui fait que j'enchaînais les hospitalisations.
je ressortais 2 minutes. En fait, je suppliais les médecins de me laisser sortir pour aller préparer l'audit. Ensuite, je revenais en hospitalisation. Bref, c'était donc toi. Après, j'ai eu le déclic à un moment donné où basta, ça suffit, tu penses à ta santé et c'est pas grave, un audit, c'est pas ça qui va te définir. Toi, à quel moment, quels sont les événements qui t'ont poussé à te dire, bon, maintenant, basta, ma santé devant, même si on sait que dans la drépanocytose, les patients n'aiment pas que cette maladie prenne autant d'ampleur, surtout quand on est jeune. On veut faire différemment et un jour, on se rend compte que on ne peut pas vraiment faire sans la considérer. Toi, qu'est-ce qui a déclenché ça chez toi? Je pense que ça a été un moment, une lassitude en fait. Ça a été, je saurais pas dire à un moment T, mais ça a été peut-être la crise de trop où, en fait, tu vois pas tes enfants, tu vois pas ton mari, tu subis, tu as la charge mentale qui est liée à toutes les crises. Parfois, tu fais face à la méconnaissance des soignants par moment, faut le dire aussi, et c'est hyper difficile et donc tu sors avec tout ça et quand tu repars au travail, tu as tout ce dont on a parlé là qui t'attend, et tu te dis: «En fait, j'en peux plus. Je peux pas, c'est trop de pression, trop de charge. J'ai à quel moment je souffle? Où est-ce que je souffle?» Et en fait, tu te dis, «Bah, je vais penser peut-être un peu plus à moi. Je vais peut-être, le travail, il se fera. Avec ou sans moi, ça se fera. Mais ma santé, la présence d'une mère pour, ses enfants, d'une femme pour son mari, ça, personne ne peut me remplacer sur ces rôles-là». Donc voilà, c'est fait à ce moment-là. Merci beaucoup, Charline. Merci à toi, Emmanuel, Merci pour à elle. ton invitation.